Il y a des silences qui sont apaisants, comme celui d'une bibliothèque ancienne ou d'une forêt au petit matin. Et puis, il y a des silences qui hurlent. Des silences qui vous déchirent les entrailles plus violemment que n'importe quel cri de haine. Ce jour-là, dans cette petite chapelle du XIIe siècle nichée au cœur des vignobles dorés de la vallée de la Loire, j'ai appris la différence. Je me tenais devant le grand miroir piqué de la suite nuptiale, fixant mon reflet comme s'il appartenait à une étrangère. La femme dans le miroir portait une robe de soie ivoire, un chef-d'œuvre de dentelle de Calais qui avait nécessité 6 mois de travail et coûté une petite fortune que j'avais payée seule, centime par centime. Elle avait les cheveux relevés en un chignon complexe, quelques mèches folles encadrant un visage maquillé à la perfection pour masquer les cernes de 3 nuits d'insomnie. Elle semblait forte. Elle semblait prête. Mais moi, Aliénor Kervern, à l'intérieur de cette armure de tulle et de soie, je tremblais comme une feuille morte. Il était 14h20. La cérémonie devait commencer dans 10 minutes exactement. Sur la coiffeuse en acajou, mon téléphone portable reposait, écran noir, muet, indifférent. C'était un objet technologique froid, mais à cet instant, il me semblait être l'instrument de torture le plus sophistiqué jamais inventé. Je l'ai saisi pour la 14e fois en 20 minutes. Mon pouce a glissé sur l'écran, laissant une trace moite. Pas de nouveaux messages. Pas d'appel en absence. Pas de notification. Rien de la part de ma mère, Sibylle. Rien de la part de mon père, Baudouin. Rien de la part de mon frère, Ambroise. Le dernier message datait d'il y a 3 jours. Je pouvais le réciter par cœur, chaque virgule, chaque espace étant gravé dans ma mémoire comme une épitaphe. Ma pauvre Aliénor. La situation est critique ici. Ambroise est dévasté par sa rupture avec Céleste. Il parle de ne plus vouloir vivre. Tu connais la sensibilité de ton frère. Nous devons l'emmener d'urgence aux Maldives, loin de tout, pour une thérapie familiale intensive. C'est une question de survie. Nous ne serons pas là samedi. Tu es une femme forte, tu comprendras. De toute façon, ce mariage avec ce luthier, c'est ta vie, pas la nôtre. On t'enverra un cadeau. Un cadeau. Ils allaient m'envoyer un cadeau pour compenser leur absence au jour le plus important de mon existence. Comme on envoie des fleurs à des funérailles auxquelles on a la flemme d'assister. Ambroise avait 33 ans. Il venait de se faire larguer par sa 5e fiancée de l'année parce qu'il avait trompé. Et pour consoler ce chagrin d'amour, mes parents, les illustres de Villedieu, traversaient la planète pour lui tenir la main sur une plage de sable fin, me laissant seule face à l'autel. Madame ? La voix douce de Martha, l'organisatrice de mariage, m'a fait sursauter. Elle passait la tête par l'entrebâillement de la porte, son sourire professionnel se fissurant légèrement au coin en voyant mon expression. C'est l'heure, Aliénor. Tout le monde est installé. Êtes-vous prête ? J'ai posé le téléphone. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'odeur des roses blanches de mon bouquet et celle, plus subtile, de ma propre peur. Je suis prête, ai-je menti. Avant de franchir le seuil, je voudrais m'adresser à vous, qui m'écoutez ou me lisez. Je sais que nous sommes des milliers, peut-être des millions, à avoir ressenti ce froid glacial de l'indifférence familiale. Avant que je ne vous raconte comment j'ai transformé cette douleur en l'arme la plus puissante du monde, dites-moi en commentaire, d'où suivez-vous cette histoire ? Quelle heure est-il chez vous, là, maintenant, alors que nous plongeons ensemble dans mes souvenirs ? Je veux sentir que je ne suis pas seule aujourd'hui. La marche vers la chapelle a duré une éternité. Le gravier crissait sous mes escarpins. Le soleil de juin était radieux, insolent de beauté, contrastant avec l'orage qui grondait sous mes côtes. Les grandes portes de bois se sont ouvertes avec un grincement solennel. La musique du quatuor à cordes s'est élevée, le canon de Pachelbel, classique, intemporel. 80 têtes se sont tournées vers moi. J'ai vu les visages de mes amis d'université, ceux qui m'avaient vu étudier tard le soir en mangeant des pâtes pendant que ma famille dînait dans des restaurants étoilés sans m'inviter. J'ai vu les collègues de mon premier cabinet d'architecture. J'ai vu la famille de Malo, mon fiancé. Sa mère pleurait déjà d'émotion, un mouchoir pressé contre son nez. Et puis, j'ai vu le vide. Le premier rang, côté gauche. La place d'honneur. 3 chaises en bois verni. Vide. J'avais insisté pour qu'on laisse les étiquettes. Mère de la mariée. Père de la mariée. Frère de la mariée. C'était un acte de masochisme, peut-être.
Ou un acte d'accusation silencieux. Ces 3 chaises vides hurlaient leur absence plus fort que si elles avaient été occupées par des fantômes. Elles étaient comme 3 dents manquantes dans un sourire parfait. L'espace vacant semblait aspirer la lumière, créant un trou noir émotionnel au milieu de la fête. J'ai senti les regards des invités glisser de mon visage vers ces chaises, puis revenir vers moi, chargés d'une pitié lourde et collante. J'entendais presque leurs pensées. La pauvre petite, abandonnée le jour de ses noces, quelle honte. Mes jambes ont failli se dérober. J'ai vacillé. Juste une seconde. Au bout de l'allée, Malo a fait un pas en avant. Il était prêt à courir, à fendre la foule pour venir me soutenir. Son regard était un ancrage, solide, aimant, furieux contre ceux qui me faisaient du mal. Mais je n'ai pas eu besoin de lui. Pas tout de suite. Une silhouette s'est levée du 3e rang, côté droit. C'était Monsieur Vasseur, mon ancien professeur de mathématiques, l'homme qui m'avait écrit ma lettre de recommandation pour l'école d'ingénieur quand mon père refusait de signer les papiers. Il avait 70 ans, une canne à la main, et une élégance naturelle qui n'avait rien à voir avec l'argent. Il s'est approché de moi, ignorant le protocole, ignorant les chuchotements. Il m'a offert son bras. Mademoiselle Aliénor, a-t-il murmuré, ses yeux brillants de fierté. Ce serait un honneur absolu pour moi de vous accompagner vers votre avenir. J'ai ravalé mes larmes. J'ai levé le menton, ce menton têtu que j'avais hérité de ma grand-mère bretonne. J'ai posé ma main sur le bras de Monsieur Vasseur. Allons-y, ai-je dit. Nous avons avancé. J'ai marché la tête haute, passant devant ces 3 chaises vides sans leur accorder un regard de plus. J'ai rejoint Malo. J'ai dit oui. J'ai embrassé l'homme de ma vie. Mais ce soir-là, alors que la fête battait son plein, que le champagne coulait à flots et que les rires résonnaient sous les étoiles, je me suis réfugiée 5 minutes dans les toilettes. J'ai regardé mon alliance. Et j'ai fait un serment. Je ne pleurerai plus jamais pour eux. S'ils choisissent d'être absents, qu'ils le restent à jamais. Ils viennent de perdre le droit de s'appeler ma famille. Ils ne le savaient pas encore, mais en choisissant les Maldives plutôt que ma main tendue, ils venaient de signer leur propre arrêt de mort relationnel. Les 3 années qui ont suivi mon mariage ont été une période de construction frénétique. J'ai construit des murs autour de mon cœur pour empêcher la douleur d'entrer, et j'ai construit un empire pour prouver au monde que je n'étais pas la petite ratée que ma famille décrivait. J'ai toujours été fascinée par le son. Ou plutôt, par l'absence de son. Enfant, dans le grand château familial décrépit de Saint-Émilion, j'apprenais à me faire toute petite, à marcher sans faire craquer le parquet, à respirer en silence pour ne pas déranger les affaires importantes de mon père ou les migraines de ma mère. J'étais devenue une experte de l'acoustique par nécessité de survie. C'est cette obsession qui m'a menée à créer ma start-up, Silencium. Au début, nous ne faisions que de l'isolation phonique pour des bureaux d'avocats ou des studios d'enregistrement. Mais la véritable percée, celle qui allait changer ma vie, est venue d'un endroit beaucoup plus personnel. Je travaillais tard un soir, écoutant de vieux enregistrements de ma grand-mère maternelle, la seule personne qui m'avait vraiment aimée dans cette famille, morte quand j'avais 12 ans. La cassette était abîmée, le son grésillait, sa voix était noyée sous le souffle du temps. J'étais frustrée. Je voulais l'entendre, vraiment l'entendre, me dire que tout irait bien. C'est là que l'idée de Memoria est née. J'ai passé 18 mois à coder, à recruter des ingénieurs en intelligence artificielle, à dormir 3 heures par nuit sur un canapé défoncé dans mon bureau. Memoria n'était pas juste un logiciel de nettoyage audio. C'était une IA capable de reconstruire les fréquences manquantes, de redonner vie et texture aux voix disparues, de transformer un murmure inaudible en une présence tangible. Pendant que je bâtissais cela, ma famille continuait sa lente descente aux enfers, maquillée en vie mondaine. Les contacts étaient rares et transactionnels. Un SMS de ma mère pour mon anniversaire. Bon anniv. J'espère que tu vas bien. On a un souci avec la chaudière, tu pourrais nous avancer 500 €? Bisous. Un email de mon père pour Noël, envoyé en copie carbone à tout son carnet d'adresses, vantant les succès imaginaires d'Ambroise dans l'import-export, alors que je savais pertinemment qu'Ambroise vivait encore à leur crochet et passait ses journées à jouer au poker en ligne. Je payais les petites sommes. 500 € par-ci, 1000 € par-là. C'était le prix de ma tranquillité. Une taxe émotionnelle pour qu'il reste loin de moi. Malo désapprouvait, mais il comprenait. C'était plus facile de faire un virement que de gérer une crise de larmes de ma mère au téléphone.
Et puis, le mardi 14 octobre est arrivé. Il pleuvait sur Bordeaux. Une pluie fine et grise qui noyait la Garonne. J'étais dans la salle de réunion avec mes associés et les représentants de Zurich Tech, un conglomérat suisse. L'homme en face de moi, Monsieur Muller, a ajusté ses lunettes et a posé le contrat sur la table en verre. Madame Kervern, votre technologie est révolutionnaire. Nous sommes prêts à signer. J'ai regardé le chiffre en bas de la page. 22 millions d'euros. 22 millions d'euros. Pour l'achat intégral de Memoria et de mes brevets. Mon cœur a raté un battement. J'ai pensé à mon père, qui m'avait dit un jour, en me voyant souder des composants électroniques: tu perds ton temps avec ces bêtises de technicien de surface. Les de Villedieu ne se salissent pas les mains, ils dirigent. J'ai pris mon stylo. Ma main n'a pas tremblé. J'ai signé Aliénor Kervern. J'avais abandonné le nom de Villedieu le jour de mon mariage, prenant celui de Malo, mais aussi celui de ma liberté. Félicitations, a dit Monsieur Muller en me serrant la main. Vous venez d'entrer dans l'histoire de la tech européenne. Quand je suis sortie de l'immeuble, la pluie s'était arrêtée. L'air sentait l'ozone et le bitume mouillé. J'ai pris mon téléphone pour appeler Malo. C'est fait, ai-je dit, la voix étranglée. Il y a eu un silence au bout du fil, puis un cri de joie pure. Tu l'as fait, mon amour. Tu l'as fait. Rentre vite, on ouvre le meilleur vin de la cave. Pas tout de suite, ai-je répondu, un sourire étrange étirant mes lèvres. J'ai une course à faire. Une promesse à tenir à la petite fille de 10 ans que j'étais. Je me suis dirigée vers le quartier des Chartrons, vers le concessionnaire Porsche. Je n'ai jamais été matérialiste. Je roulais en petite citadine d'occasion. Je m'habillais simplement. Mais cette voiture était un symbole. J'avais 10 ans quand j'avais dessiné une Porsche 911 dans mon cahier de poésie. Je l'avais coloriée en gris argenté. J'avais passé des heures à rêver de la conduire, cheveux au vent, loin de cette maison étouffante. Ambroise avait trouvé le dessin. Il l'avait montré à mon père en riant. Regarde papa. Aliénor veut une voiture de sport. Comme si une fille pouvait conduire ça. C'est pour les hommes, les vrais, pas pour les petites moches à lunettes. Mon père avait pris le dessin, l'avait regardé avec dédain, et l'avait déchiré en deux. Ton frère a raison. Les femmes de notre rang ne conduisent pas ce genre de vulgarité. Elles se font conduire. Et de toute façon, tu n'auras jamais les moyens de t'offrir ne serait-ce qu'une roue de cet engin. Je suis entrée dans le showroom. L'odeur du cuir neuf et de la cire à parquet m'a accueillie. Un vendeur en costume cintré m'a regardé de haut en bas. Je portais un jean, des baskets et un imperméable humide. Pas exactement le profil type de la clientèle. Il a continué à discuter avec une collègue, m'ignorant ostensiblement. J'ai marché droit vers elle. Elle trônait au centre de la pièce. La 911 Targa 4S. Couleur ice grey métallique. Exactement comme dans mon souvenir, mais en mieux. Puissante. Racée. Intouchable. J'ai posé ma main sur le capot froid. Et... oh là! On ne touche pas. A aboyé le vendeur en accourant, soudain très attentif à ma présence pour protéger sa marchandise. Il s'est planté devant moi, bras croisés. Mademoiselle, c'est un véhicule à 145 000 €. Si vous voulez des selfies, allez voir les occasions dehors. J'ai plongé la main dans mon sac. J'en ai sorti ma carte bancaire Black, celle que la banque m'avait envoyée par coursier spécial le matin même en prévision du virement. Je l'ai tenue entre deux doigts, sous son nez. Je ne veux pas faire de selfie. Je veux l'acheter. Maintenant. Content. Et je veux qu'elle soit prête à rouler dans 1 heure. Le visage du vendeur a traversé tout le spectre des couleurs, du rouge de la colère au blanc de la stupeur. Sa posture a changé instantanément, son dos se courbant dans une révérence servile qui m'a donné envie de vomir. Oh. Toutes mes excuses, madame. Je ne savais pas. Veuillez me suivre dans mon bureau, je vous offre un café? Du champagne? Juste les clés, ai-je répondu sèchement. Juste les clés. 1 heure plus tard, je sortais du garage au volant de mon rêve d'enfance. Le moteur ronronnait dans mon dos, une vibration puissante qui remontait le long de ma colonne vertébrale.
Ce n'était pas juste une voiture. C'était un vaisseau spatial pour m'éloigner de mon passé. C'était la preuve tangible, métallique, indiscutable, que mon père avait tort. Je me suis garé devant l'atelier de lutherie de Malo. La lumière du crépuscule frappait la carrosserie, la faisant scintiller comme un diamant liquide. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cadré la voiture avec la vieille façade en pierre de l'atelier en arrière-plan. Clic, j'ai ouvert Instagram. J'ai tapé une légende, mes doigts tremblant légèrement. Le rêve de mes 10 ans. Payé comptant. Sans l'aide de personne. #selfmade #freedom, j'ai appuyé sur publier. Je ne savais pas que ce simple clic allait déclencher l'apocalypse familiale. Mon compte Instagram était modeste. Une centaine d'abonnés, pour la plupart des amis, quelques collègues, et cette nébuleuse de cousins éloignés et de connaissances de Saint-Émilion qui vous suivent par politesse sociale et pour espionner votre vie. D'habitude, mes photos de paysages ou de plats cuisinés récoltaient une quinzaine de j'aime polis. Mais cette photo. C'était comme jeter un steak saignant dans un bassin de piranha. En moins de 2 heures, les notifications se sont emballées. D'abord, les cousins. Waouh! C'est à toi? Incroyable. Félicitations cousine. Puis, Domitille. Domitille est la femme du meilleur ami d'Ambroise, une peste mondaine qui passe sa vie à juger la tenue des autres lors des messes du dimanche. Elle a partagé ma photo en story avec le commentaire « Il paraît que la petite Kerverne a gagné au loto ?» Ou alors son mari luthier vend des violons en or? La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre dans la petite bourgeoisie provinciale. Aliénor, la fille invisible, la déception de la famille, roulait dans une voiture qui coûtait le prix d'un studio à Paris. Il était 23h30 quand l'appel fatidique est arrivé. Nous étions au lit, Malo et moi. L'écran de mon téléphone s'est allumé dans la pénombre, projetant une lumière bleutée agressive sur le plafond. Le nom qui s'affichait m'a fait l'effet d'une douche froide. Maman. Mon estomac s'est noué. Ce vieux réflexe pavlovien de peur et de culpabilité, ancré en moi depuis l'enfance, a ressurgi instantanément. Pourquoi m'appelait-elle à cette heure? Était-ce une urgence? Un accident? Où avait-il vu la voiture? Malo a posé sa main chaude sur mon bras. Tu n'es pas obligé de répondre, Aliénor. On peut laisser sonner. J'ai hésité. Mon pouce planait au-dessus du bouton vert. Si. Je dois savoir. J'ai décroché et j'ai mis le haut-parleur. Allô? Aliénor. Ma chérie. La voix de ma mère dégoulinait d'une affection si soudaine et si artificielle que j'ai cru entendre du sirop de glucose couler du téléphone. Elle n'avait jamais, au grand jamais, utilisé ce ton avec moi. C'était le ton qu'elle réservait à Ambroise ou aux invités de marque. Bonsoir, mère. Il est tard. Tout va bien? Oh, ne sois pas si formelle. Je viens de voir ta photo. Sur Internet. Tout le monde en parle. Cette voiture, c'est vraiment la tienne? Pas de comment vas-tu? Pas de nouvelles. Juste la voiture. Oui, c'est la mienne. C'est incroyable. C'est magnifique. Je savais que tu avais du talent, ma puce. Je le disais encore hier à ton père, Aliénor a toujours été spéciale. J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire a craqué. Mensonge. Elle disait toujours que j'étais bizarre et renfermée. Merci. C'est tout? Non, écoute. Il y a quelque chose dont nous devons parler. C'est un signe du destin, vraiment. Ton père ne va pas très bien. Le stress, tu sais. Et Ambroise. La famille traverse une période très compliquée. Sa voix a changé, passant de l'euphorie à la tragédie grecque en une fraction de seconde. C'était une performance digne d'un Oscar. Une période compliquée? Ai-je répété, sceptique. Financièrement. Moralement. Nous avons besoin de nous réunir. De nous serrer les coudes. Comme une vraie famille. Nous organisons une réunion de famille demain, à 14h, au château. C'est impératif. Tu dois être là. J'ai du travail, maman. Ne me fais pas ça. A-t-elle crié soudainement, abandonnant la douceur pour l'agressivité manipulatrice.
Après tout ce qu'on a fait pour toi? Après tes études qu'on a payées? Tu nous dois bien ça. C'est une urgence absolue. Ton frère est en danger. Ton frère est en danger. La phrase magique. Celle qui avait justifié toutes les négligences à mon égard pendant 30 ans. Tout tournait toujours autour d'Ambroise. En danger de quoi? D'une overdose de paresse? Ai-je lancé, ne pouvant retenir mon sarcasme. Il y a eu un silence glacial. Viens demain. S'il te plaît. Si tu as un cœur. Si tu es une de Villedieu. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans le noir, le téléphone brûlant dans ma main. Malo s'est redressé. Ils veulent de l'argent. C'est évident comme le nez au milieu de la figure. Ils ont vu la Porsche, ils ont vu les signes extérieurs de richesse, et maintenant ils viennent réclamer leur part du gâteau qu'ils n'ont pas aidé à cuisiner. Je sais, ai-je murmuré. N'y va pas, Aliénor. Ils vont te blesser. Encore. J'ai regardé mon mari, cet homme doux et fort qui m'avait recousu morceau par morceau. Je dois y aller, Malo. Pourquoi? Pour te faire humilier? Non. Pour finir l'histoire. J'ai rallumé la lumière de la table de nuit. J'ai attrapé mon iPad et j'ai commencé à taper un email à mon avocat. Ils veulent une réunion de famille? Ils vont la voir. Mais cette fois, ce n'est pas la petite Aliénor qui va s'asseoir à table. C'est la PDG de Silentium. Et je vais leur faire signer le contrat de leur vie. C'est là que je me tourne vers Voix Nouveau. Mettez-vous à ma place un instant. Vous avez enfin réussi, vous êtes libre. Vos bourreaux reviennent vers vous la main tendue, un sourire carnassier aux lèvres dès qu'ils sentent l'odeur de l'argent. Que auriez-vous fait? Auriez-vous bloqué le numéro pour toujours? Ou auriez-vous, comme moi, ressenti ce besoin viscéral de retourner sur les lieux du crime pour une dernière confrontation? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. J'ai besoin de savoir si ma décision était de la folie ou du courage. J'ai passé le reste de la nuit à préparer mes munitions. J'ai imprimé des relevés bancaires. J'ai téléchargé des documents juridiques. J'ai monté un dossier. Le lendemain matin, quand je me suis levée, je n'avais pas dormi, mais je n'étais pas fatiguée. J'étais animée par une énergie froide et tranchante. J'ai choisi ma tenue avec soin, un tailleur pantalon blanc, immaculé, chirurgical. Des escarpins rouges. Je voulais ressembler à une lame de couteau. J'ai embrassé Malo. Je reviens ce soir. Sois libre, sois brisé. Tu reviendras libre, a-t-il dit. Je suis montée dans ma Porsche. J'ai entré l'adresse de mes parents dans le GPS. Une adresse que je n'avais pas visitée depuis 3 ans. Le moteur a rugi. C'était un cri de guerre. Le trajet entre Bordeaux et Saint-Émilion dure environ 45 minutes par la nationale. C'est une route magnifique, bordée de vignes centenaires qui s'étendent à perte de vue, ondulant sous le soleil comme une mer verte et or. Les touristes viennent du monde entier pour admirer ce paysage. Pour moi, c'était le chemin de croix. Chaque kilomètre réveillait un souvenir que j'avais soigneusement enterré. Voici le panneau Libourne. C'est ici, à la gare, que mon père m'avait déposé le jour de mes 18 ans pour que je prenne le train vers mes études, sans même descendre de la voiture pour m'aider avec mes valises. Ne rate pas ton train, et tâche de ne pas nous faire honte avec tes résultats, avait-il dit avant de redémarrer en trombe. Voici le virage près du vieux moulin. C'est là que ma mère m'avait giflé parce que j'avais osé dire qu'Ambroise avait volé de l'argent dans son sac à main, alors que c'était la vérité. Ne mens jamais pour salir ton frère, avait-elle hurlé. Mes mains se crispaient sur le volant gainé de cuir de la Porsche. J'ai dû faire un effort conscient pour desserrer ma prise. Tu n'es plus cet enfant, me répétais-je comme un mantra. Tu es Aliénor Kervern. Tu vaux 22 millions d'euros. Tu as créé une technologie qui change le monde. Ils ne sont rien. Mais le corps a une mémoire que l'esprit ne contrôle pas. Mon cœur battait trop vite. Ma gorge était sèche. L'enfant blessé en moi frappait aux parois de ma poitrine, terrifié à l'idée de revoir les géants de son enfance. J'ai fini par apercevoir le portail en fer forgé du château de Villedieu. De loin, sur les photos que mon père postait sur Facebook, le domaine avait toujours fière allure. Une bâtisse du XVIIIe siècle, une tour carrée, un toit en ardoise.
L'image de la réussite aristocratique. Mais en m'engageant dans l'allée de gravier, la réalité m'a sauté aux yeux avec la brutalité d'une gifle. Le portail était rouillé et restait ouvert, le mécanisme automatique étant visiblement en panne. L'allée était envahie par les mauvaises herbes qui poussaient anarchiquement au milieu des cailloux blancs. La façade du château, autrefois crème et lumineuse, était tachée de gris. Des volets pendaient de travers. Une gouttière était décrochée et pendouillait lamentablement le long du mur comme un membre cassé. C'était le portrait exact de ma famille, une façade grandiose cachant une ruine intérieure. Ils avaient passé des années à prétendre être riches, à dépenser l'argent qu'ils n'avaient pas pour maintenir les apparences, pour gâter Ambroise, pour voyager en première classe, tout en laissant les fondations de leur vie pourrir. J'ai garé ma Porsche 911 flambant neuve juste devant l'entrée principale. Le contraste était saisissant, presque comique. À ma gauche, la vieille Peugeot 607 de mon père, couverte de poussière, un rétroviseur scotché avec du ruban adhésif gris. À ma droite, une BMW série 5 noire. J'ai plissé les yeux. Sur le pare-brise arrière, un petit autocollant discret, Sixt Location. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ambroise. Toujours fidèle à lui-même. Il avait loué une voiture de luxe pour venir au déjeuner familial, probablement pour essayer de soutirer de l'argent à nos parents en jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère. Quelle ironie qu'aujourd'hui, la seule vraie richesse garée dans cette cour soit la mienne. J'ai coupé le moteur. Le silence est retombé, lourd, oppressant, seulement troublé par le chant des cigales. J'ai pris mon sac Hermès, un autre petit plaisir que je m'étais offert, et mon dossier. J'ai inspiré une grande goulée d'air, sentant l'odeur familière de pain et de terre humide. J'ai ouvert la portière. Avant même que mon pied ne touche le sol, la porte d'entrée du château s'est ouverte. C'était Isor, ma belle-sœur. La femme d'Ambroise. Ou plutôt, devrais-je dire, la sangsue accrochée à la tique. Elle portait une robe à fleurs qui se voulait champêtre chic mais qui semblait venir d'une solderie. Elle tenait une cigarette fine à la main. Elle m'a regardé descendre de la voiture. Ses yeux ont scanné la Porsche, puis mes chaussures Louboutin, puis mon sac. J'ai vu le calcul se faire dans son regard, rapide, précis, envieux. Tiens, a-t-elle lancé en exhalant une volute de fumée bleue. La fille prodigue est de retour. Elle est descendue des marches, s'approchant de la voiture, caressant l'aile arrière du bout des doigts. Joli jouet. C'est une location pour nous impressionner, comme fait ton frère? Ou c'est ton mari le luthier qui a gagné au loto? J'ai verrouillé la voiture. Le bip-bip a résonné, clair et net. Bonjour Isor. Non, c'est un achat. C'est à mon nom. Et non, Malo n'a pas gagné au loto. J'ai travaillé. Un concept qui t'est peut-être étranger? Son sourire s'est figé. Elle a écrasé sa cigarette avec violence dans un pot de fleurs mortes. Toujours aussi aimable, Aliénor. Tu te crois supérieure maintenant? Attends de voir l'état de tes parents avant de faire la maligne. Ils sont à bout. Elle s'est écartée pour me laisser passer, non sans murmurer. J'espère que tu as apporté ton carnet de chèques, chérie. Parce qu'on en a besoin. Cette phrase m'a glacé le sang. On en a besoin. Pas il. On. Elle s'incluait dans le pillage. Je suis montée les marches de pierre usée. J'ai poussé la lourde porte en chêne. L'odeur m'a frappée. Un mélange de cire d'abeille, de vieux tapis poussiéreux, et de quelque chose d'aigre, comme du vin renversé qui n'a jamais été nettoyé. C'était l'odeur de mon enfance, mais en plus rance. L'odeur de la décadence. Je suis entrée dans l'arène. Le grand salon était plongé dans la pénombre, les lourds rideaux de velours bordeaux étant tirés pour garder la fraîcheur, ou plus probablement pour cacher la misère des meubles élimés. Ma mère, Sibylle, était assise sur le canapé Louis XV, un mouchoir en dentelle froissée dans la main. En me voyant entrer, elle s'est levée avec une agilité surprenante pour une femme qui se disait mourante au téléphone la veille. Aliénor. Elle s'est précipitée vers moi, m'enveloppant dans une étreinte parfumée au chalimard ranci. Ses bras étaient maigres, ses mains froides. Je suis restée raide comme un piquet, incapable de rendre cette affection soudaine et suspecte. Tu es venu. Je savais que tu viendrais. Le sang ne ment jamais. Elle s'est reculée, me tenant par les épaules, m'examinant comme on examine une vache grasse au marché. Tu as bonne mine.
L'argent, ça conserve, n'est-ce pas? Et ce tailleur, c'est de la soie? C'est magnifique. Mon père, Baudouin, était assis dans son fauteuil Voltaire près de la cheminée éteinte. Il ne s'est pas levé. Il vieillissait mal. Son visage était bouffi par l'alcool, ses yeux injectés de sang. Il portait une veste de costume sur un pantalon de pyjama, le summum du laisser-aller aristocratique. « Tu es en retard de 3 minutes, a-t-il grommelé en consultant sa montre à gousset. La ponctualité est la politesse des rois, Aliénor. Et l'absence au mariage est la politesse des lâches, père, ai-je pensé très fort, mais je me suis contenté de dire « Bonjour papa ». La route était chargée. Et puis, il y avait Ambroise. Mon frère. Le prince héritier. L'enfant doré. Il était debout près de la fenêtre, un verre de whisky à la main à 14 heures. Il avait grossi. Son visage, autrefois beau et angélique, était maintenant empâté, ses yeux cernés de poches sombres. Il portait un polo de marque, mais j'ai noté un petit trou près du col et une tache sur le ventre. Il s'est tourné vers moi. Pas de sourire. Juste un regard mélangeant envie, colère et désespoir. « Salut, la riche » a-t-il lancé, sa voix pâteuse. « On se gare devant l'entrée maintenant? Tu n'as pas peur qu'on raie ton bijou? J'ai une bonne assurance, Ambroise. Contrairement à toi, apparemment. » L'ambiance était posée. Électrique. Toxique. « Asseyons-nous » a ordonné mon père. Je me suis assise sur un fauteuil droit, gardant mon sac sur mes genoux comme un bouclier. Isor est entré et s'est installé sur l'accoudoir du fauteuil d'Ambroise, posant une main possessive sur son épaule. Mon père s'est raclé la gorge. C'était le signal que la séance officielle commençait. Nous sommes réunis car la famille traverse une crise. Une crise grave. Et quand un membre souffre, le corps entier doit réagir. Il a marqué une pause théâtrale. Ton frère, Ambroise, a été victime d'une malchance terrible. Une injustice du marché. J'ai haussé un sourcil. Ah oui? Quelle sorte de malchance? Ambroise a fixé le fond de son verre. J'ai investi, a-t-il marmonné. Dans la crypto. Un truc sûr, conseillé par un ami expert. Le Bitcoin du futur. J'ai mis toutes mes économies. Et, j'ai emprunté un peu pour maximiser le gain. Il a tout perdu, a coupé Isor, la voix sèche. La plateforme a fermé. C'était une arnaque. L'argent a disparu. Et ce n'est pas tout, a ajouté ma mère en reniflant. Il avait géré l'argent de quelques amis aussi. Des investisseurs. Tu veux dire qu'il a volé l'argent de ses amis pour jouer au casino virtuel? Ai-je traduit brutalement. Ambroise a bondi. Je n'ai rien volé. Je voulais les rendre riches. C'était pour nous tous. Pour réparer le toit du château. Pour que papa puisse avoir ses soins. Calmez-vous. A tonné mon père. Le fait est là. L'argent n'est plus là. Et les amis en question sont des gens peu patients. Ils menacent de porter plainte. Voire pire. Ils parlent de venir ici récupérer l'or du physiquement. J'ai senti un frisson me parcourir. Des usuriers. Ambroise s'était endetté auprès de la mafia locale ou de voyous. De combien parle-t-on? Ai-je demandé, ma voix calme contrastant avec le chaos de la pièce. Ambroise a dégluti. 145 000 euros. Le chiffre a flotté dans l'air. 145 000 euros. J'ai failli rire. C'était grotesque. C'était scénarisé par le destin. C'était, à quelques centaines d'euros près, le prix exact de ma Porsche 911 Targa 4S. Ils savaient. Ils avaient vu la photo. Ils avaient googlé le modèle. Ils avaient fait le calcul. Ma mère s'est penchée vers moi, tendant une main tremblante pour saisir la mienne. Je l'ai laissé faire, sa peau était moite. Aliénor, ma chérie. Tu vois la situation. C'est une question de vie ou de mort. Ton frère risque la prison. Ou l'hôpital. On ne peut pas laisser faire ça. Tu es la seule à pouvoir nous sauver. Comment? Ai-je demandé innocemment, bien que je connaisse déjà la réponse.
La voiture, a dit mon père, comme si c'était une évidence. Tu viens de l'acheter. Elle a encore toute sa valeur. Tu la revends. Ou tu la rends. Tu récupères l'argent. Et tu règles la dette d'Ambroise. Ou alors, a intervenu Isor, si tu as autant d'argent pour acheter une voiture pareille comptant, tu as sûrement des liquidités. Tu nous fais un chèque maintenant. On rembourse les créanciers ce soir. Et tout rentre dans l'ordre. J'ai regardé ces 4 personnes. Ma famille. Ils ne m'avaient pas demandé si j'étais heureuse. Ils ne m'avaient pas félicité pour ma réussite professionnelle. Ils ne s'intéressaient pas à mon mari. Ils me voyaient simplement comme un portefeuille sur pattes, une solution miracle à leurs années de mauvaise gestion et d'orgueil. Donc, ai-je résumé lentement, vous m'avez fait venir ici, après 3 ans de silence, non pas pour me voir, mais pour que je vende le symbole de ma réussite afin d'éponger les erreurs criminelles d'Ambroise ? Ne sois pas égoïste. A crié Ambroise, retrouvant son arrogance habituelle. Tu as réussi, tant mieux pour toi. Mais c'est grâce à qui ? Grâce à l'éducation qu'on t'a donnée. Grâce au nom de Villedieu qui t'a ouvert des portes. C'est ton devoir de renvoyer l'ascenseur. L'éducation ? Ai-je rétorqué. Tu veux dire l'internat public où vous m'avez envoyé pour économiser, pendant que tu allais en école privée ? Le nom de Villedieu ? J'ai changé de nom, Ambroise. Je m'appelle Kerverne. Et personne dans la tech ne connaît les de Villedieu, à part pour leurs dettes. Mon père a frappé le sol avec sa canne. Ça suffit l'insolence. Tu es ma fille. Je t'ordonne d'aider ton frère. Le sang est plus important que tout. Si tu ne le fais pas, tu seras responsable de ce qui lui arrivera. Tu auras son sang sur les mains. Le chantage affectif ultime. L'arme nucléaire des parents toxiques. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai revu la petite fille de 10 ans qui pleurait parce qu'on avait déchiré son dessin. J'ai revu la mariée seule devant l'autel. J'ai ouvert les yeux. Ils étaient secs. Très bien, ai-je dit. Le silence est retombé, stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que je cède si vite. Tu acceptes ? A balbutié ma mère, l'espoir rallumant une lueur avide dans ses yeux. J'ai les moyens de régler ce problème. Aujourd'hui même. Sans vendre la voiture. Un soupir de soulagement collectif a traversé la pièce. Ambroise s'est laissé retomber dans son fauteuil, un sourire victorieux aux lèvres. Isor a rallumé une cigarette. Je savais que tu étais une fille bien au fond, a dit mon père. Mais, ai-je ajouté, levant un doigt. Il y a une condition. Tout ce que tu veux, a dit Ambroise. Je veux que vous signiez un document. Maintenant. J'ai ouvert mon porte-documents en cuir. Le bruit de la serrure métallique a claqué comme un coup de feu dans le silence du salon. J'en ai sorti une chemise bleue cartonnée. J'ai extrait 3 exemplaires d'un document de 10 pages, relié et préparé par mon avocat spécialisé en droit de la famille et des successions. J'ai posé les documents sur la table basse, écartant du revers de la main un vieux magazine Point de vue datant de 2012. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Isor, méfiante, plissant les yeux à travers la fumée de sa cigarette. C'est un accord de règlement final, ai-je expliqué avec la précision d'un chirurgien. Voici les termes, je m'engage à fournir une solution financière immédiate au problème d'Ambroise. En échange, vous, Baudouin, Sibylle et Ambroise, vous renoncez irrévocablement à tout droit sur mon patrimoine présent et futur. Vous renoncez à toute part d'héritage venant de moi si je meurs avant vous. Mais surtout. J'ai marqué une pause, plantant mon regard dans celui de ma mère. Surtout, vous signez une clause de non-contact perpétuel. Une fois ce problème réglé, vous ne m'appelez plus. Vous ne m'écrivez plus. Vous ne venez pas chez moi. Vous ne contactez pas mon mari. Vous disparaissez de ma vie. Je deviens légalement une étrangère pour vous. Si vous violez cette clause, je récupère chaque centime avec intérêt et je porte plainte pour harcèlement. Ma mère a porté la main à sa bouche. Aliénor, c'est horrible. Comme si tu voulais divorcer de tes parents. C'est exactement ça, maman. Un divorce filial. C'est le prix à payer. 145 000 € contre ma liberté. C'est cher payé pour moi, mais c'est une bonne affaire pour vous, non ?
Mon père a pris le document. Il a chaussé ses lunettes. Il a lu la première page, ses lèvres bougeant silencieusement. C'est juridiquement béton, a-t-il grommelé. Ton avocat n'est pas un amateur. Non, en effet. Ambroise s'est levé, impatient. La sueur perlait sur son front. Il ne pensait qu'au créancier qui allait peut-être venir lui briser les genoux le soir même. On s'en fout des papiers. Signé. Elle va payer. C'est tout ce qui compte. On signera n'importe quoi pour se sortir de là. Il a saisi un stylo bic qui traînait sur le guéridon. Où est-ce que je signe? Là. Il a griffonné sa signature avec une hâte fébrile, sans même lire une ligne. C'était pathétique. Il vendait sa sœur pour sauver sa peau, sans une seconde d'hésitation. Mon père a hésité un peu plus. L'orgueil, sans doute. Tu es dur, Aliénor. Très dur. Ce n'est pas chrétien. L'absence de charité n'est pas chrétienne non plus, père. Signe. Il a signé d'une main lourde et solennelle. Ma mère pleurait doucement. Je ne verrai jamais mes petits-enfants? Si tu en as? Non, maman. Tu as choisi Ambroise toute ta vie. Aujourd'hui, tu choisis de le sauver lui, plutôt que de me garder moi. C'est ton choix. Signe. Elle a signé, une larme tombant sur le papier, faisant gondoler l'encre de son nom. J'ai repris les documents. J'ai vérifié chaque signature. J'ai rangé 2 exemplaires dans mon sac. J'ai laissé le 3e sur la table. C'était fait. Le lien était rompu. Légalement. Définitivement. J'ai senti un poids immense quitter mes épaules. Je respirais mieux. L'air semblait plus léger. Voilà, a dit Ambroise en tendant la main, la paume ouverte, avide. Maintenant, le chèque. Fais-le à l'ordre de Global Invest Solutions. C'est le nom de la société de recouvrement. Ou alors fais un virement instantané, c'est mieux. Isor s'est rapproché, les yeux brillants. Mon père s'est détendu dans son fauteuil. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir essoré une dernière fois. J'ai refermé mon sac. Le clic du fermoir a résonné. J'ai souri. Un sourire que je n'avais jamais eu dans cette maison. Un sourire de prédatrice qui vient de refermer le piège. Je n'ai pas de chèque, Ambroise. Le temps s'est arrêté dans la pièce. Quoi? A éructé mon frère. Tu viens de dire que tu allais régler le problème. Tu as signé. Tu as promis une solution financière. J'ai promis une solution. Et j'en ai une. Mais je n'ai jamais dit que l'argent irait dans ta poche. J'ai sorti mon iPad de la pochette extérieure de mon sac. Je l'ai allumé. J'ai connecté l'écran en Bluetooth à la grande télévision intelligente qui trônait incongrument au milieu des meubles anciens, le seul achat récent de mon père. Regardez l'écran, ai-je ordonné. L'image s'est affichée en grand, pixelisée mais lisible. C'était un site web. Fond bleu nuit, lettres dorées élégantes. Fondation Aliénor et Malo Kervern, Bourse Résonance. Et juste en dessous, un compteur bancaire relié en temps réel, affichant le solde du fonds de dotation certifié par la banque. Les chiffres étaient énormes. 16 millions d'euros. 16 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est que ça? A murmuré mon père, se levant péniblement de son fauteuil, les yeux écarquillés. J'ai parlé doucement, savourant chaque syllabe. Hier soir, après l'appel de maman, j'ai compris que tant que j'aurais de l'argent, vous viendriez me hanter. Que vous me verriez toujours comme une proie. Alors j'ai pris une décision radicale. J'ai balayé l'écran pour faire défiler le texte de mission de la fondation. J'ai vendu ma société pour 22 millions d'euros. J'ai gardé une partie pour ma sécurité et celle de Malo. J'ai acheté ma voiture. Et tout le reste, les 16 millions restants, je les ai virés ce matin, à 9 heures, sur ce compte de fondation. C'est un trust irrévocable. Irrévocable? A couiné Isor, sa voix montant dans les aigus. Cela veut dire que l'argent ne m'appartient plus. Il appartient à la fondation. Je ne peux pas le retirer. Je ne peux pas vous le donner. Personne ne le peut. Il est sanctuarisé par la loi.
Ambroise est devenu blanc comme un linge. Il a reculé, trébuchant contre la table basse. Tu as donné 16 millions, 16 millions? Oui. Et tu veux savoir à quoi ils vont servir? J'ai pointé l'écran. Lis, Ambroise. Il a lu à voix haute, la voix tremblante. Bourse d'excellence destinée aux jeunes femmes issues de milieux défavorisés ou rejetées par leur famille, souhaitant poursuivre des études d'ingénierie sonore ou d'informatique. J'ai croisé les bras. Voilà ma solution financière. J'ai utilisé mon argent pour m'assurer que plus aucune fille ne vivra ce que j'ai vécu. J'ai investi dans l'avenir de milliers d'inconnus, plutôt que d'investir un seul centime dans ton passé de joueur raté. L'argent existe, il est là, sous vos yeux. Mais il est hors de votre portée. À jamais. La réaction a été nucléaire. Pendant 3 secondes, il n'y a eu aucun bruit, comme lorsque la mer se retire avant un tsunami. Puis, la vague a déferlé. Ambroise a hurlé. Un cri animal, inhumain. Il a saisi le vase en cristal qui se trouvait sur la table et l'a projeté contre le mur, où il s'est fracassé en 1000 éclats scintillants. Tu es une malade. Une psychopathe. Tu as donné 16 millions à des étrangères alors que ton frère va mourir? Il s'est rué vers moi, le visage déformé par la haine, les veines de son cou saillantes. Je n'ai pas bougé d'un cil. Je suis restée assise, droite, calme. Touche-moi, Ambroise, ai-je dit d'une voix glaciale, et j'appelle la police. Et je leur donne aussi le dossier complet sur tes détournements de fonds que mon détective privé a compilé. Oui, je sais pour l'argent de tes amis. Je sais tout. Il s'est figé à 1 mètre de moi, le poing levé, haletant comme un taureau blessé. La mention du dossier l'a stoppé net. Il savait qu'il était coincé. Il s'est effondré à genoux sur le tapis persan mité, pleurant des larmes de rage et de terreur. Je suis foutu. Ils vont me tuer. Je suis foutu. Mon père, lui, regardait l'écran de télévision comme s'il assistait à la fin du monde. Il tremblait de tout son corps. 16 millions, bégayait-il. Avec ça, on aurait pu racheter le vignoble voisin, on aurait pu refaire la toiture, on aurait pu retrouver notre rang. Tu as brûlé l'héritage des de Villedieu. Tu as brûlé notre nom. Je me suis levé lentement. Non, père. J'ai brûlé votre avidité. Ce n'était pas l'argent des de Villedieu. C'était l'argent de Kerverne. C'était MON argent. Vous n'avez jamais cru en moi. Vous m'avez méprisé. Vous m'avez dit que je ne valais rien. Eh bien, aujourd'hui, je vaux 16 millions que vous ne toucherez jamais. C'est la leçon la plus chère de l'histoire, j'espère que vous l'appréciez. Ma mère s'est jetée à mes pieds, agrippant le bas de mon pantalon blanc avec ses mains griffues. Aliénor. Ma petite fille. Tu ne peux pas faire ça. Annule le virement. Appelle la banque. Dis que c'était une erreur. On t'aimera, on te le promet. On fera tout ce que tu veux. On viendra tous les dimanches. J'ai regardé cette femme à genoux, celle qui m'avait ignorée pendant 30 ans, celle qui avait choisi les Maldives plutôt que mon mariage. Je n'ai ressenti aucune pitié. Juste un immense dégoût. J'ai dégagé ma jambe doucement mais fermement. C'est irrévocable, maman. Le mot a un sens. Comme mon départ. Tu es un monstre. A craché Isor, qui avait perdu toute sa superbe. Tu laisses ta famille crever la gueule ouverte. Tu vas aller en enfer. Peut-être, ai-je répondu en ramassant mon sac. Mais au moins, en enfer, je ne serai pas avec vous. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert une application. Au fait, ai-je ajouté. Toute cette conversation a été enregistrée. Vos menaces, vos aveux sur les dettes de jeu, votre tentative d'extorsion. Le fichier est déjà sur le cloud de mon avocat. Si l'un de vous tente de m'approcher, ou de salir ma réputation dans la presse, je publie tout. Et croyez-moi, la bonne société de Saint-Émilion adore les scandales. Je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, c'était le chaos. Ma mère hurlait. Mon père tenait sa poitrine. Ambroise sanglotait en boule par terre. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. J'ai traversé le hall d'entrée qui sentait le moisi. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. Le soleil m'a ébloui.
L'air était pur. Je suis descendu les marches, mes talons claquant victorieusement sur la pierre. Je suis monté dans ma Porsche. J'ai démarré. Le moteur a rugi, couvrant les cris étouffés qui venaient de l'intérieur de la maison. J'ai enclenché la première. Les pneus ont crissé sur le gravier. En passant le portail rouillé, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Le château de Villedieu s'éloignait, devenant de plus en plus petit, jusqu'à disparaître complètement. J'ai appuyé sur un bouton du tableau de bord. Le toit de la targa s'est ouvert, laissant entrer le vent et le soleil. J'ai mis la musique à fond. Pas du classique. Du rock. Fort. J'ai pleuré. 5 minutes. Des larmes de décompression nerveuse. Et puis, j'ai séché mes joues et j'ai souri. Les semaines qui ont suivi ont été d'un calme olympien pour moi, et d'une violence inouïe pour eux. Grâce à mes contacts et un peu de curiosité morbide, j'ai su ce qui s'était passé. Ambroise n'a pas eu les jambes cassées, mais il a eu très peur. Mes parents ont dû agir dans l'urgence absolue. Ils ont vendu le château à un investisseur chinois pour une bouchée de pain, bien en dessous de sa valeur, pour payer les dettes d'Ambroise et éviter la prison. Ils ont tout perdu, les meubles de famille, les terres, le prestige. Ils vivent aujourd'hui dans un petit appartement de location en banlieue de Libourne. Mon père a fait une petite attaque cérébrale, sans gravité majeure, mais qui l'a laissé diminuer. Ma mère doit faire ses courses au supermarché discount, ce qui est, pour elle, pire que la mort. Ambroise a été quitté par Isorde et que l'argent a disparu. Il travaille maintenant comme serveur dans un bistrot pour touristes. Il paraît qu'il sert le vin avec une aigreur qui fait tourner le lait. Quant à moi, 6 mois après cette journée fatidique, je me tenais sur la scène d'un grand auditorium à Paris. C'était la soirée de lancement officiel de la Bourse Résonance. Malo était au premier rang, me regardant avec cet amour inconditionnel qui m'avait sauvé. À côté de lui, Monsieur Vasseur, mon vieux prof de maths, souriait de toutes ses dents. J'ai pris le micro. Bonsoir à tous. On me demande souvent pourquoi j'ai créé cette fondation. Pourquoi j'ai donné l'essentiel de ma fortune à des inconnus. J'ai marqué une pause. J'ai pensé aux 3 chaises vides. J'ai pensé aux dessins déchirés. Je l'ai fait parce que je sais ce que c'est que de crier dans le vide. Je l'ai fait pour transformer le silence de l'indifférence en écho de l'espoir. J'ai appelé la première bénéficiaire sur scène. Elle s'appelait Léa. Elle avait 19 ans. Ses parents l'avaient mise à la porte parce qu'elle voulait faire de la robotique au lieu de se marier. Elle tremblait. Je lui ai remis son diplôme et la garantie de ses études payées intégralement. Elle m'a serré dans ses bras, pleurant sur mon épaule. Merci, a-t-elle chuchoté. Vous êtes comme une mère pour moi. J'ai senti mon cœur se réparer, fissure après fissure. Non, Léa. Je suis juste une sœur qui te tient la main. En rentrant ce soir-là, j'ai conduit ma Porsche le long de la Seine. J'ai reçu une notification sur mon téléphone. Un numéro inconnu. Un message vocal. J'ai hésité, puis j'ai écouté. C'était la voix de mon père. Faible, pâteuse. Aliénor, c'est papa. On a vu l'article dans le journal. Pour la fondation. Les gens disent que tu es une sainte. Si tu as tant d'argent pour aider les autres, ta mère a besoin de lunettes et le loyer est cher. S'il te plaît. On est ta famille. J'ai regardé la Seine couler, sombre et tranquille. Ils n'avaient toujours pas compris. Ils ne comprendraient jamais. Pour eux, j'étais une ressource, pas une personne. J'ai appuyé sur bloquer. Puis j'ai ouvert la fenêtre, j'ai sorti la carte SIM de mon téléphone et je l'ai jetée dans le fleuve. Le petit morceau de plastique a disparu dans l'eau noire sans faire de bruit. C'était le point final. Aujourd'hui, je suis libre. Je n'ai plus de parents, mais j'ai une famille, Malo, mes amis, et les centaines de jeunes filles que ma fondation aide chaque année. J'ai transformé le plomb de leur mépris en or pour les autres. Et chaque fois que je monte dans ma Porsche, je ne pense pas à l'argent. Je pense à la petite Aliénor de 10 ans. Et je lui dis, accroche-toi. On va s'en sortir. Et un jour, on roulera plus vite que le renne. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était dur de la revivre, mais nécessaire. Et vous ?
Avez-vous déjà dû couper les ponts pour sauver votre peau? Pensez-vous que j'ai été trop dur avec ma famille, ou ai-je fait ce qu'il fallait? J'ai laissé mon frère couler pour sauver des inconnus. Suis-je une héroïne ou une sœur indigne? Dites-le moi dans les commentaires, je lirai tout. Lâchez un j'aime si cette revanche vous a plu, et partagez cette histoire à quelqu'un qui a besoin de force. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine histoire. Prenez soin de vous, et surtout, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien. À bientôt.